Bien, alors reprise de la séance. Donc on était au moment où Seth parlait des atomes et des molécules que l'on utilisait pour constituer notre corps. Et il dit donc juste dans le paragraphe suivant que vous savez intuitivement que vous formez votre image. Donc une connaissance intuitive que nous aurions, que vous avez, qu'on a donc voilà cette capacité, cette capacité en nous de former notre image, de créer. Et il dit, et que vous en êtes indépendant. Il y a donc nous, qui nous sommes, et notre image. Et là, ça me renvoie à l'image de, un petit peu des masques qu'on peut avoir, je ne sais pas si ça vous parle, en fonction des situations, on ne va pas forcément réagir exactement de la même manière. On peut dire aussi voilà, les différentes casquettes qu'on a dans la vie. Quand on a le rôle, je sais pas, de parent, quand on a le rôle de collègue, si on est patron, si on est salarié, on n'a pas non plus exactement le même rôle entre les collègues, au sein d'une association, d'un loisir, quand on est avec la famille, quand on est, vous voyez, dans les différentes situations qu'on va rencontrer, on a des rôles différents, on attend de nous des compétences, des qualités différentes, et donc on renvoie une image qui va être adaptée à la situation. C'est toujours nous, mais c'est une partie de nous qui est plus adaptée à la situation propre, avec les personnes avec qui on est, et qui, voilà, qui, je dirais, qui répond plus spécifiquement au cadre dans lequel on est. Et que nous sommes indépendants effectivement de ces différentes images, dans le sens où nous ne sommes pas que la somme de ces images-là, nous sommes plus, et nous formons notre propre fonctionnement. Euh, c'est un peu comme, oui, on dit souvent, voilà, qui je suis, hein, ça reste quand même dans les grandes questions, voilà, qui je suis profondément. Est-ce que je suis la somme de moi en tant que parent, au travail, avec les amis, avec la famille, dans telle ou telle situation? Est-ce que je suis toute cette somme-là? Ou est-ce que je suis encore plus autre chose? Quelles sont mes envies, mes désirs de jeunesse? Est-ce qu'ils sont toujours là? Euh, D'ailleurs, est-ce que je suis aussi la somme de l'enfant qui est toujours en moi, plus de l'adolescent, plus du jeune homme, plus, etc. Je suis tout ça et plus encore. Donc je pense que, voilà, j'espère ne pas déformer en tout cas ce que Seth voulait dire, en tout cas en disant, vous savez intuitivement que vous formez votre image et que vous en êtes indépendant. Hein, malgré tout, voilà, il dit les deux phrases à la suite. Hein. En tout cas, d'après ce que je comprends de cette phrase, donc il utilise le mot d'intuitivement, alors on est peut-être plus ou moins intuitif, chacun, chacune, mais il a l'air de dire que c'est quand même quelque chose d'assez habituel, finalement. À l'intérieur de vous, tout le monde, vous pouvez prendre conscience, finalement, que vous avez, qu'il y a vous et votre image, et que ce sont deux choses différentes. Bon. En tout cas, il en parle comme d'une généralité. Mais, dit-il dans la phrase suivante, vous ne vous rendez pas compte que vous créez votre environnement plus large et le monde physique que vous connaissez, en projetant vos pensées et vos émotions dans la matière par une percée dans la vie en 3 dimensions. Alors là, il y a quand même plusieurs éléments qui me semblent un petit peu nouveaux et assez originaux. Donc, on a peut-être une connaissance intuitive, c'était la phrase précédente, mais malgré tout, on a, est-ce qu'il dit en général? Non, voilà, il affirme, vous ne vous rendez pas compte.
Donc nous n'aurions pas, a priori, cette connaissance, cette reconnaissance, que nous sommes en permanence dans cette création de l'environnement plus large, hein, dont j'ai parlé dans la séance précédente, hein, je vous renvoie du coup à cette séance. Enfin, c'est le début de la même séance. Et que également le monde physique que l'on connaît, hein, tout ce que l'on voit autour de nous. Et la fin de la phrase me semble apporter des éléments vraiment nouveaux. En projetant, donc cette notion effectivement de voilà, projeter, donc il y a une direction, ça vient de nous, et Seth nous parle souvent de notre moi intérieur, hein, il dit ça part de l'intérieur vers l'extérieur, donc on est dans ce mot en tout cas de projeter, et on projette quoi? Vos pensées et vos émotions. Hein, là, depuis plusieurs phrases, il disait à chaque fois, votre forme physique est la matérialisation des interprétations que vous choisissez de faire, ainsi que de vos pensées et de vos émotions. Première fois. Il a dit la phrase suivante. Votre moi interne forme le corps magiquement en transformant les pensées et les émotions en équivalent physique. Deuxième fois. Et là, il revient une troisième fois. On crée tout ce qui est autour de nous en projetant les pensées et les émotions. Donc il y a un côté intellectuel, les pensées. J'ai l'impression que ça se réfère au cerveau, au mental, à la capacité de réflexion. Et les émotions, donc plutôt voilà le cœur, peut-être quelque chose d'intuitif ou de plus spontané. Je pense qu'on a des émotions, hein, elles nous arrivent, on peut en créer des émotions, mais en général c'est quand même quelque chose qui arrive dans notre vie. Euh, Comment je dirais, oui, voilà, d'une manière plutôt spontanée, hein, directement. Donc un côté mental, un côté plus sensible, en tout cas, et on projette nos pensées, nos émotions dans la matière. Et il rajoute, en fin de phrase, par une percée dans la vie en 3 dimensions. Et là, ça me renvoie, je crois que c'est dans les livres de Seth un peu plus tard, ou peut-être dans les early sessions, où il parlait justement comme ça d'une sorte, un voile. Là, je vais essayer de retrouver un peu ces mots, ou en tout cas l'intention qu'il y avait. Une sorte de voile un peu, comment dire, comme une gelée. Hein, quelque chose d'un petit peu souple, un peu élastique, mais qui se laisse traverser. Donc là, il dit, voilà, c'est une percée dans la vie en 3 dimensions. Et c'est comme s'il y avait donc une intensité d'émotion, de donc là il parle voilà hein, les émotions et les pensées. Donc c'est de l'ordre de la conscience, c'est quelque chose qui n'est pas palpable directement en tout cas, et que cette partie de conscience, d'information non palpable, non euh, réalité tridimensionnelle, doit comme franchir cette sorte de gelée dont je parlais, un voile, une gelée, une- il y a un transfert en fait, mais c'est une sorte de passage. Voilà, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une accumulation d'intensité nécessaire de quelque chose de non physique pour que la matérialisation dans le monde physique arrive. Et on retrouve la notion d'intensité dont Seth parle régulièrement dans son livre, et il y porte une grande importance. C'est l'accumulation de oui, voilà, cette intensité. Donc c'est une accumulation de force quelque part, d'énergie qu'on va mettre dans une idée particulière, qui va faire qu'à un moment donné, elle va pouvoir, là je reprends ces mots, hein, dont on projette,
mais par une percée dans la vie en trois dimensions. Donc il y a quand même quelque chose à traverser. Il faut suffisamment, en tout cas c'est l'analogie que je fais, il faut pousser suffisamment d'un côté pour à un moment donné réussir à percer, à passer dans le monde physique, à ce que tout d'un coup ça se matérialise dans le monde physique. Et on passe donc de quelque chose d'invisible, d'inconsistant, d'inexistant, quelque part, à tout d'un coup une matérialisation. À tout d'un coup, il y a apparition. Alors, apparition de quoi? C'est peut-être juste les atomes, les molécules qui s'organisent, euh, mais on passe en tout cas tout d'un coup dans la transposition d'une idée à quelque chose de concret. Et ce mot de percer me semble assez nouveau, en tout cas dans le discours là de Seth à ce niveau-là du livre, et me semble donner une image, moi en tout cas qui me parle, hein, de passer d'un monde à l'autre, d'une réalité à l'autre. Et c'est à la fois en continu, et on sent qu'il y a quand même une étape. Hein. Il y a donc cette percée à faire pour qu'il y ait apparition. Et la phrase suivante aussi illustre, hein, peut-être d'une autre manière, de manière imagée en tout cas, ce que ça peut être, cette création. Il dit, le moi interne envoie donc individuellement et collectivement son énergie psychique en dehors, au dehors, pardon. Donc le moi interne, c'est-à-dire aussi chaque moi interne que nous avons chacun, hein, donc ensemble, nous envoyons individuellement et collectivement une énergie psychique. Et je pense que cette énergie psychique, c'est la somme des pensées et des émotions dont parle Seth avant, hein, qu'il a répété 3 fois. Quelque chose de non visible, non palpable, donc ce serait une énergie, c'est comme ça que je comprends l'intention de Seth, une énergie psychique, qui vient donc de notre conscience, au dehors. Hein, on envoie au dehors. Il termine la phrase en disant « Il produit des tentacules qui fusionnent en une forme ». Donc le « il », ça renvoie au moi interne. Hein. Donc le moi interne va émettre comme ça des... Donc là, tout ça, c'est très 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 imagé. Hein. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de concret dans la tête de Seth, dans ce qu'il vit. En tout cas, ça parle voilà, vraiment de cette matérialisation de notre réalité physique. Moi, je vois, on peut peut-être prendre voilà, une image comme une pieuvre, avec cette notion de tentacule, justement. Donc, il y a un point de départ. Et puis, il y a ces émanations de... Il y en a plusieurs, hein, visiblement. Il produit des tentacules qui vont se croiser à un moment donné pour fusionner et faire une forme. C'est un petit peu comme les hologrammes. J'ai l'impression que les hologrammes, pour créer une image à un point donné, il faut qu'il y ait des champs lumineux, je sais pas exactement, des faisceaux lumineux qui se croisent, hein, il me semble. En tout cas, s'il y a une seule source de lumière en bas, je vois pas comment la lumière peut faire une forme, parce qu'il faut que ça s'arrête, que ça devienne visible à un endroit donné, à une coordonnée précise, en 3 dimensions, x, y, z. Hein, donc chaque, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est ça. Il y a 3 faisceaux de lumière qui se croisent pour former une forme. Hein, et j'ai l'impression que c'est ça de ce que j'en ai compris. Les hologrammes. Mais en tout cas, une seule source ne suffit pas. Et c'est un petit peu l'image que j'ai avec ces histoires de plusieurs tentacules qui, pour donner une forme, doivent donc être émises à partir d'un point donné et se croiser à un endroit donné. Et là, ça crée la forme physique.
Bon, je pense que ce passage-là est quand même intéressant dans les mots que Seth a utilisés, même si à cette étape-là du livre, voilà, c'est très imagé, mais c'est peut-être un petit peu complexe. Mais c'est juste pour redire qu'on passe de quelque chose de l'ordre de l'idée, qui est donc impalpable, à vraiment une matérialisation. Et que ça part de nous, de notre moi interne, qui a un grand rôle à jouer dedans, et que également nous créons des éléments avec une énergie psychique collectivement. Hein, c'est pas qu'un travail individuel, c'est un travail de l'ensemble de nos moi internes également qui créons la réalité physique que nous avons autour de nous. Et donc nous nous mettons d'accord entre nous également pour créer des parties de la réalité physique sur lesquelles nous sommes d'accord, des règles communes, en accord avec les croyances racines de notre réalité. Certainement, en tout cas ça semble logique. Voilà, donc des mots assez particuliers, une percée, des tentacules et qui vont, en se fusionnant, créer une forme. Hein. Et on imagine en tout cas cette direction qui part de l'intérieur pour aller former tout autour de nous. Ce qui semble complètement ahurissant, c'est de se dire que à chaque fois qu'on apporte notre attention quelque part, donc par exemple le regard, instantanément, nous créons ce que l'on pense percevoir avec nos sens. En fait, c'est pas une caméra, en fait, un œil, c'est plutôt une projection, c'est plutôt au cinéma. Hein. De l'intérieur, nous projetons ce que nous pensons voir dans cette direction-là. Et quand on tourne un petit peu la tête, eh bien, la direction change. Et les casques de réalité virtuelle, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait, le casque sait dans quelle direction on tourne la tête, et dès qu'on pivote, l'image, elle change. Et vous comprenez bien que c'est l'image sur l'écran qui change. Autant dans un cinéma, on est dans un fauteuil, immobile, on regarde dans une direction. Si on tourne la tête, ce sont nos yeux qui tournent. Sur un casque de réalité virtuelle, nos yeux regardent toujours les mêmes pixels sur l'écran, de manière concrète, mais parce que je tourne la tête, le pixel va changer. Le pixel voilà, va renvoyer l'image de ce que je suis censé voir en regardant dans telle direction. Eh bien, d'après ce que je comprends, dans la vie de tous les jours, c'est exactement comme ça que fonctionnent nos yeux. Il n'y a pas à proprement parler d'éléments à regarder dans telle ou telle direction. C'est parce que je tourne le regard dans telle direction que directement, enfin intuitivement, à partir du moins interne, on s'en rend même pas compte. C'est ça le plus fort en fait. Et c'est ça qui fait que, enfin, là, ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression de passer pour un fou, parce que rien de ce qu'on peut mesurer dans la vie de tous les jours va dans ce sens-là. Je tourne le regard et je crée au fur et à mesure l'image qui apparaît dans mes yeux. Hein, vraiment, tout ça paraît complètement fou dans la manière de le dire et d'exprimer. Je redis simplement, moi, ce que je comprends du message de Seth, avec son message central très fort, vous créez votre propre réalité. Donc il y a certains éléments qui intuitivement se comprennent, se ressentent. Il y en a d'autres où c'est quand même beaucoup plus compliqué de rentrer dans cette théorie. Et je rappelle que Seth nous dit qu'il y a toujours deux manières de rentrer en tout cas dans sa démarche. D'un côté, de comprendre de manière intellectuelle, hein, de réfléchir vraiment aux phrases qu'il dit, aux mots qu'il utilise, et de laisser faire une autre partie intuitive. Et les deux vont dialoguer entre eux et ça va quand même, si on est prêt à écouter, on a plus de chances que le message il diffuse et qu'il donne du sens et que ça nous renvoie vers effectivement une nouvelle perception de la réalité. Si dès le départ on bloque l'information, on n'y croit pas,
Voilà, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce qu'on voit de la vie de tous les jours. Oui, effectivement, c'est pas comme ça qu'on peut percevoir intuitivement la réalité en 3 dimensions, mais c'est bien pour ça qu'il y a ce moi interne et qu'on crée toute cette pièce de théâtre. C'est pour nous immerger dedans et pour vivre une expérience. Si le décor était mal fait, on n'y croirait pas, on ne viendrait plus sur Terre. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit le plus cohérent possible, mais c'est comme dans la matrice, il y a des bugs. Et c'est en explorant ces bugs-là qu'on arrive à comprendre que nous sommes dans une matrice, finalement. Et que c'est un grand jeu qu'on met en place pour nous-mêmes, hein, contrairement à Matrix. Là, le jeu, on le fait pour nous-mêmes, pour plonger dans cette expérience particulière, dans cette vie-là. Voilà, tout ça peut sembler assez ahurissant au départ. Ça fait du sens en croisant les informations, en continuant à observer avec un regard d'un enfant un peu neuf, sans tout le temps mettre le cerveau tout le temps en priorité, d'analyser tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait. Juste de se laisser baigner, imprégner oui, par cette réalité justement, et puis de laisser résonner les mots, les phrases de Seth. Donc là, je vais reprendre effectivement le guidage avec là, Robert note, ça fait à peu près un peu plus de 10 minutes depuis le début de cette session pour eux. 21h23. La session a commencé à 21h09. Ils ont fait à peu près, ils ont dicté une page là, à peu près. Et Seth va reprendre donc dans le paragraphe suivant. Chaque émotion, chaque pensée, et là il reprend à nouveau les deux mots clés qu'il utilise depuis le début, a sa réalité électromagnétique propre, absolument unique. C'est assez étonnant de le formuler comme ça. Chaque émotion, chaque pensée, donc dans sa singularité propre. Pas je suis en colère, donc toutes les colères ont la même énergie. Moi, ce que je comprends, c'est vraiment aujourd'hui, je suis en colère pour telle raison. C'est une énergie propre. Et donc, chaque émotion, chaque pensée a sa réalité électromagnétique propre. Ça commence par une réalité de quelque chose qui n'est pas du tout visible. L'électromagnétique, ça ne, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Alors, ça peut se sentir avec les conséquences de l'électromagnétique, mais en tant que tel, alors ça peut se mesurer par des appareils, effectivement. Donc c'est une certaine réalité complètement physique. Mais là, donc, Seth nous dit que les émotions et même toutes nos idées, donc tout ce qui nous traverse, finalement, devrait pouvoir être mesuré, du coup, puisque ça émet un champ électromagnétique. Alors, il parle pas de champ, il parle de réalité électromagnétique. Mais j'ai l'impression que quelque chose d'électromagnétique, ça crée un champ et que ce champ-là peut être mesuré, peut être perçu. Et en tout cas, c'est quelque chose d'absolument unique. Donc ça a une réalité avant d'être éventuellement retraduite sous d'autres formes physiques. L'émotion à la base a déjà une existence propre, une existence physique mesurable. Et il continue en disant « Chacune est largement équipée pour se combiner avec certaines autres selon les niveaux d'intensité que vous y mettez. » Donc chaque émotion, chaque pensée est largement équipée. Là, le terme est quand même assez particulier. Une émotion est équipée
Bon, en tout cas, moi, je comprends qu'elle a la capacité, puis il dit largement, donc c'est fait pour, c'est vraiment étudié pour pouvoir se combiner avec d'autres émotions ou d'autres pensées. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, un mélange des énergies électromagnétiques d'une pensée avec une autre, d'une émotion avec une autre, peut-être même, oui, idées, pensées, émotions croisées. Donc ça se recombine en fonction de l'intensité qu'on y met. Et là, donc, on est à nouveau dans effectivement cette notion particulière de se dire qu'il y a que l'intensité joue un rôle très très important et que c'est même ça qui va définir finalement le, la manière dont va être retraduite après soit l'émotion, soit la pensée. Hein, c'est l'intensité, c'est le niveau d'intensité en tout cas qui va être à la base de la création, de la matérialisation dans le monde physique. Mais cette intensité, elle vient déjà au départ de quelque chose de non physique, qui serait donc voilà les pensées ou les émotions, hein, ce qui est derrière la réalité électromagnétique dont il parlait avant. Et il va préciser en disant dans la phrase suivante, d'une certaine façon, les objets tridimensionnels sont formés comme les images sur les écrans de télévision. Voilà. D'une certaine façon, les objets qu'on voit autour de nous en tridimension sont formés, c'est une création voilà, de nous, hein, comme les images sur les écrans de télévision, et il précise avec une différence importante. Mais il ne l'expliquera pas là tout de suite, mais voilà, il met tout de suite un bémol. C'est comme souvent, voilà, il utilise des images qui nous parlent le plus possible pour illustrer des concepts qui sont parfois abstraits. Donc on peut voir en tout cas cette notion, bah, c'est ce dont je vous parlais justement juste avant. Alors moi je vous parlais aussi des casques de réalité virtuelle, mais une image, alors dans les télévisions en tout cas à l'époque, hein, les tubes cathodiques, donc il y a effectivement un, je sais plus exactement comment ça s'appelle, hein, enfin un émetteur de, oh là j'ai un petit doute, j'ai pas révisé les tubes cathodiques. En tout cas c'est un espace, je sais, qui est dans le vide. Il y a un émetteur dans le fond et ça va venir taper la surface de l'écran avec des changements électromagnétiques qui vont pouvoir guider depuis le fond de la télévision, enfin la partie qui est derrière nous. Il y a un canon, c'est ça, je crois que c'est un canon à électrons. Bon, je ne sais plus exactement. Et qui vont pouvoir après guider avec des électroaimants, il me semble, avec les charges positives ou négatives, en tout cas qui vont influencer la trajectoire de chacun des faisceaux, qui vont donc taper l'écran à un endroit donné, puisqu'on peut monter, descendre le faisceau ou l'orienter gauche-droite, donc on peut choisir exactement l'endroit d'impact. Et cet endroit d'impact va donc venir stimuler l'écran et éclairer avec ces stimulations précisément un point de l'écran. Et on choisit comme ça la lumière. Donc à l'époque, il y avait trois couleurs primordiales de la lumière additive, hein, donc vert, rouge, bleu. Et en fonction de l'endroit où ça tape, ça éclaire plus ou moins ces trois couleurs ou une seule des trois. Et voilà, c'est ça ce qui formait en tout cas les différents points de couleur. Et donc euh, ensuite bah, des images. Donc on cumule des points, ça forme des images. Et donc on a bien un émetteur qui va venir, qui est guidé dans une certaine direction pour venir créer un pixel ou du coup une image globale sur un écran. Voilà, juste pour expliquer un petit peu le parallèle que cette essaie de faire avec la création euh, que, voilà, de nos idées, de nos concepts. Et donc il fait ce parallèle-là en disant dans la phrase suivante,
Et si vous n'êtes pas branché sur cette fréquence particulière, vous ne percevez pas ces objets physiques. Donc là, la similitude qu'on peut faire peut-être, c'est la télévision à l'époque, c'était émis effectivement par des ondes hertziennes, et il fallait régler les chaînes, hein, il fallait trouver les bonnes chaînes. Et si on n'était pas connecté, c'est comme un poste radio, si on tourne le bouton, si on n'est pas sur la bonne fréquence, on ne perçoit pas, hein, en se disant que le poste de télévision, là, c'est l'exemple de 7, n'est qu'un révélateur, hein, c'est l'appareil qui va transformer des ondes qui sont reçues, qui sont présentes, hein, les ondes de télévision. Bon, maintenant, c'est plus émis, mais à l'époque, c'était présent partout dans l'air. Mais nous, si nous n'avons pas l'outil pour réceptionner et le transformer en quelque chose de 3 dimensions, moi, je trouve que c'était plutôt en 2 dimensions parce que c'était plat sur un écran, mais l'idée est là en tout cas. Eh bien, si on n'a pas le bon appareil et qu'on ne le règle pas de la bonne manière sur la bonne fréquence, on ne sait pas qu'il y a ces ondes qui traversent de partout. Et là, donc 50 ans après, l'exemple est toujours valide, hein. Donc maintenant, c'est avec les téléphones portables, il y a 5G, il y a Internet qui circule de partout. Donc on est inondé, on se rend vraiment pas compte, mais on est inondé de partout de fréquences. Il y a toujours la radio, voilà, il y a plein d'informations qui circulent autour de nous en permanence. Avec le bon appareil, on les capte et on peut, voilà, enfin, ça devient quelque chose de tangible, de réel dans ce monde physique. C'est ça surtout qui est important. On retraduit quelque chose d'invisible en quelque chose de concret, de réel. Et donc, donne cet exemple-là pour illustrer la manière dont nous créons tout objet, toute réalité physique autour de nous. Et il dit que, là ça rejoint cette notion qu'il y a plusieurs réalités parallèles autour de nous, hein, comme il y a plusieurs chaînes de télévision ou plusieurs radios, nous ne choisissons finalement, nous, de regarder qu'une seule en même temps. Et donc là, moi, tout de suite, Laurent, je suis focalisé sur une seule fréquence. Un monde à moi qui m'est propre avec ce que je souhaite matérialiser dedans, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, c'est un souhait, c'est une volonté, il y a une conscience qui agit et il y a donc un projet, en tout cas, derrière. Et on peut donc facilement comprendre avec cette similitude qu'il y a plein d'autres mondes, comme il y a autant de chaînes de télévision parallèles, mais comme je ne suis pas sur la bonne fréquence, je ne les vois pas. Mais c'est là autour de moi de manière aussi réelle, concrète, que ce que moi, je perçois. Et là, ça commence à montrer effectivement, ça permet de relativiser déjà par rapport à ce qu'on est en train de vivre, et ça montre la complexité beaucoup plus importante de la réalité physique que ce qu'on peut imaginer au départ. Alors déjà, on peut trouver qu'elle est compliquée, cette réalité, avec toute la richesse des langues, des pays, des cultures, de l'histoire, avec toutes les différentes périodes qu'on a traversées, avec les évolutions, ça évolue voilà, sur quelques mois, quelques années. Il y a plus de, je sais pas quoi, le réchauffement climatique qui se met en place, par exemple. Euh, voilà, les guerres qui s'installent dans tel endroit. Il y a en permanence des éléments comme ça qui varient, qui changent, qui s'installent, qui se désinstallent et qui vont mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années à se concrétiser, à s'installer. Et puis petit à petit, ça va diminuer, ça va s'estomper, ça va disparaître et on va passer dans autre chose. Ce sont des successions comme ça d'expérimentations. Et bien cette réalité physique que l'on perçoit, qu'on peut trouver plus ou moins complexe, imaginez qu'il y en a peut-être une infinité d'autres en parallèle, en même temps,
mais encore une fois, parce que nous ne le percevons pas, nous ne les percevons pas, quand même à plein, nous n'y donnons pas crédit. Nous ne, voilà, nous ne faisons aucune recherche. Nous ne voulons pas se dire que ça existe alors que c'est tout à fait concret et palpable. Et tout le dernier paragraphe, là, Robert commente justement l'expression de Seth, qu'il dit tout en parlant, Jen, Seth, Jen, Seth, voilà les deux, se penche en avant avec une certaine insistance. Elle parle de façon un peu différente ce soir. Je pense qu'elle réagit à notre environnement personnel. Du bruit nous parvient du dessus et du dessous. Et c'est amusant puisque moi-même j'ai un bruit de perceuse là qui vient de se déclencher d'un appartement au-dessus. Donc c'est exactement la même expérience que je suis en train de vivre. Bon, j'espère que ça va pas trop perturber en tout cas l'enregistrement. Et Seth continue en disant, c'est Robert, pardon, qui commente en disant, à la fin de chaque phrase, Jen fait une pause plus longue que d'habitude, ce qui fausse son rythme ordinaire. Alors que pourtant, elle a réussi à dicter en oui, 15 minutes à peu près, 14 minutes pour être précis, une page entière, ce qui me semble être à peu près le rythme habituel. Bon. Et 7 enchaîne. Il reprend donc après ce petit commentaire. Chacun de vous agit inconsciemment comme un transformateur et transforme automatiquement des unités électromagnétiques très sophistiquées en objets physiques. Vous vous trouvez au centre d'un système de matière condensée. Et système de matière condensée est entre guillemets, entouré de zones plus faibles dans lesquelles persiste ce qu'on pourrait appeler de la pseudomatière. Pseudomatière est entre guillemets également. Donc, Seth vient de dire là que nous sommes nous-mêmes une sorte de transformateur qui allons basculer certaines unités électromagnétiques, donc Seth dit voilà, des unités électromagnétiques très sophistiquées. Ça rejoint ce qu'il expliquait avant, là, chaque émotion, chaque pensée a sa réalité électromagnétique. Hein, donc quelque chose qui devrait être mesurable a priori, hein, en tout cas c'est nous captons ces unités électromagnétiques spécifiques et nous sommes capables de les transformer en objets physiques, concrets. La phrase suivante est quand même un peu plus complexe, hein. Il a mis deux définitions entre guillemets. Donc, vous vous trouvez au centre d'un système de matière condensée. Moi j'ai l'impression en fait que il y a de la matière non condensée, donc qui n'est pas encore palpable pour nous. Hein. Je rappelle que la matière c'est essentiellement du vide. Oui, plus de 99% de vide. Chaque atome, hein, chaque atome, c'est du vide, essentiellement. Et pourtant, c'est quelque chose qui devient palpable, visible. C'est les éléments. Alors à chaque fois qu'on continue à zoomer, on va trouver peut-être d'autres éléments. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on disait atome, c'est le privatif de ce qu'on peut séparer. Hein, donc, c'est l'unité la plus petite, un atome. C'est comme ça que ça a été défini au départ, qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas séparer. On cherchait l'élément constitutif
de la réalité physique. Et puis bah c'est pas ça, c'est pas l'atome, parce qu'il y a plus petit, dedans il y a des électrons, des protons, des neutrons, et puis longtemps on a cru bon bah c'est bon, ça y est, on peut plus couper. Et puis en fait bah non, parce que à l'intérieur des protons et des neutrons, alors je les connais plus tous, là, il y a toutes les particules, là, les bosons, quarks, etc. Là j'avoue que j'ignore, je peux pas vous les ressortir comme ça en tout cas. Et je crois que si on continue à chercher, on trouvera encore d'autres éléments plus petits chaque fois qu'on continue. Simplement, la limite, c'est les appareils qu'on utilise pour aller explorer l'infiniment petit. Et qu'il faut trouver à chaque fois des expérimentations de plus en plus différentes avec des appareils de plus en plus sophistiqués pour aller découvrir des choses de plus en plus subtiles, petits. Il faut répéter les expériences pour commencer à pouvoir identifier voilà, ce qui serait encore un cran en dessous. Et là, Seth nous parle d'unités électromagnétiques très sophistiquées, qui seraient peut-être des choses, je crois qu'il le dit un peu plus loin, qu'on n'a pas encore identifiées scientifiquement. Et c'est, à mon avis, ce point de bascule entre quelque chose, donc c'est de la matière qui pourrait être non condensée, puisque pour passer de la matière physique à la matière qui ne serait plus palpable, il manque pas grand-chose, puisque la matière palpable, c'est du vide. Donc il y a ce passage-là, donc intellectuellement, je ne sais pas exactement, mais j'ai l'impression qu'on a donc cette capacité de passer des éléments qui sont présents tout partout autour de nous et qui ne deviennent physiques, palpables, concrets, que grâce à la pensée quand on met notre pensée dans cette direction-là. Et ça, ce serait, a priori, avec mon explication d'aujourd'hui, ce que Seth appelle le système de matière condensée. En tout cas, c'est suffisamment condensé pour que je puisse poser un livre sur une table et m'asseoir sur une chaise. Et il dit que donc, voilà, vous vous trouvez au centre d'un système de matière condensée, entouré de zones plus faibles, dans lesquelles persiste ce qu'on pourrait appeler de la pseudomatière. Donc là, voilà, j'émets un peu une hypothèse, c'est une image qui me vient. Depuis mon point de vue, donc de conscience, de moi profond, interne, à partir de s'il y a un point précis, je sais pas, en tout cas bon, enfin voilà, à partir d'une certaine localisation, je vais créer autour de moi. Alors si le temps et l'espace n'existent pas, donc tout est complètement virtuel. Je vais donc créer l'environnement le plus proche qui est mon corps. Mais est-ce que les zones de mon corps que je ne regarde pas et sur lesquelles je ne porte pas ma conscience existent si je ne porte pas mon attention? Je ne sais pas. Est-ce que nous existons toujours quand nous dormons? Puisque notre conscience est en train de voler, de faire plein de trucs extraordinaires. Si quelqu'un nous filme, oui, du coup, cette personne-là, ou une caméra, va créer une conscience qui nous observe, donc nous allons exister pour elle. Mais pour nous-mêmes, est-ce que notre corps existe toujours quand nous dormons? Bon. En tout cas, je suis le centre de mon monde. On va imaginer comme ça. Premier plan, je crée mon corps. Puis je vais créer tout ce qui est autour de moi. Donc il y a peut-être plusieurs plans, il y a, je sais pas, la pièce dans laquelle je me trouve, tous les objets. Au fur et à mesure que je tourne mon regard vers un objet, je le crée en permanence. Voilà, je renouvelle. Si je reporte mon regard ailleurs et que je reviens, je le recrée de la même manière a priori. Et tout ça, ce sera donc des allers-retours entre quelque chose qui n'apparaît pas, ce qui est derrière ma tête, ce que je ne vois pas, d'après Seth, n'aurait pas d'existence. Donc la matière se redécomposerait, redeviendrait matière potentielle, enfin je sais pas trop comment l'appeler, qu'est-ce qu'il dit lui? Pseudomatière, voilà, il utilise le mot de pseudomatière.
et que à partir de moi, donc tout ce qui est dans mon champ de vision, dans mon champ de perception, dans mon champ de réflexion, hein, dès que je pense à quelque chose, ça se matérialise. À partir de là, c'est de la matière qui va être suffisamment condensée pour que moi je puisse dire oui, c'est mon monde, c'est ma réalité physique. Mais tout ce qui est hors champ, là par exemple, je regarde par une fenêtre, j'ai l'impression de comprendre que Seth dit que ce qui est hors de mon champ de vision, par la fenêtre par exemple, n'existe plus, mais pas sous forme matérialisée. Et c'est ce que je comprends dans cette phrase en disant il y a de la pseudomatière, donc c'est-à-dire que c'est une matière qui est en attente, qui est redécomposée, sous forme neutre, impalpable, enfin même pas matière du coup, de la prématière, hein, ou pseudomatière si on utilise des mots de Seth, quelque chose qui ne serait pas différencié, et qui ne serait pas un objet particulier, qui est les briques de base, les briques Lego de base, neutres, toutes les mêmes. Et qu'à partir du moment où je porte mon attention, il y a une couleur, une forme, une texture, une odeur, un parfum, tout ça qui va se créer, se mettre en place à partir de ces briques élémentaires. Donc, ça va former les atomes, les molécules, et ça va devenir concret. Donc ça se passe en 0 seconde. Il suffit que je regarde que mon attention soit portée dessus. Et vous savez également, il l'avait déjà expliqué dans son livre avant, l'intention est présente avant tout mouvement. C'est-à-dire, je veux tourner la tête vers la gauche, l'intention, elle y est déjà avant que le mouvement ait lieu. Et donc l'intention va commencer à créer tout ce vers quoi mon regard va se tourner bien avant que le mouvement réellement se fasse. Donc la conscience anticipe tout, puisqu'elle elle est à la base. La conscience va créer, activer la matière, et ensuite, si on filme à une vitesse extrêmement rapide, la pensée est présente, l'intention est là, la matière se crée, et parce que la matière se crée, par exemple, voilà, je bouge, et là où se porte mon regard, je vois une continuité dans les apparences. Je regarde ailleurs, je reviens sur la même image, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé, alors que ce sont peut-être des éléments complètement différents. Mais l'apparence est la même. C'est ce qui donne cette impression de continuité dans la matière physique, alors qu'elle n'est recréée à chaque fois que par mon intention. C'est en tout cas ma manière aujourd'hui de vivre, de comprendre cette phrase de Seth qui dit, hein, je vais vous la relire, vous vous trouvez au centre d'un système de matière condensée, entouré de zones plus faibles dans lesquelles persiste ce qu'on pourrait appeler de la pseudomatière. Hein, ce que j'ai appelé voilà, la matière indifférenciée, la prématière. Et donc effectivement, tout ce qui est dans mon champ de vision et dans mon angle d'attention est sous forme de matière. Et c'est pour ça que oui, euh, la matière est condensée autour de nous. Et quand on se déplace, et ben alors est-ce qu'on se déplace ou est-ce que c'est l'intention qui se déplace? En fait, nous sommes tout le temps au même endroit puisque l'espace n'existe pas. Là, j'ai l'image de le film Ready Player One. Alors il y a le méchant, par exemple, je trouve que c'est plus illustratif, qui est enfermé dans une sorte de boule à hamster, là, enfin voilà, il est assis, et à partir de là, tout son monde se crée. Le monde virtuel, là, c'est une sorte de matrice, on va dire. Je sais plus comment il l'appelle dans le film. Et à partir de là, on peut aller dans n'importe quel univers, faire n'importe quoi, enfin, tout existe. Mais lui ne bouge pas concrètement. Et ben, ce serait pareil, c'est-à-dire que la conscience est là, dans un endroit donné, et c'est le paysage qui change autour d'elle. Comme dans le cas de réalité virtuelle. Je tourne la tête à gauche, donc le paysage part vers la droite pour simuler le fait que je tourne la tête à gauche. Et comme je suis dans une sphère, eh ben, tout ce que je projette autour de moi, j'ai l'impression que c'est exactement la, mon interface avec le monde, donc la réalité. Et si je me lève et que je me déplace, en fait,
Je suis tout le temps dans ma boule de hamster. Et c'est uniquement l'image qui change autour de moi. Je suis au même endroit. Alors voilà, c'est une interprétation possible. Et donc effectivement, plus on s'éloigne de notre poste de commande, voilà, c'est cette boule qui crée notre réalité, plus la matière autour de nous, elle devient indifférenciée, c'est de la pseudo-matière, elle n'a pas besoin de se créer, puisque nous n'avons pas d'attention dessus. Mais plus on se rapproche de nous, plus la matière est organisée, structurée, pour répondre à nos besoins à nous. Donc ça paraît complètement démentiel vu comme ça. Parce que ça veut dire qu'on fait en permanence des milliards de choses dont on n'a absolument pas conscience. On crée et on recrée en permanence tout ce qui est autour de nous. Un film géant en 3 dimensions. Et qu'à chaque fois, si je tends ma main vers le verre qui est devant et au moment où je le touche, je sens le contact sous mes doigts, mais tout ça, ce n'est qu'une information qui m'est envoyée. En fait, je n'ai rien fait, j'ai pas bougé. J'ai juste la sensation que. Et quand on pense à ça dans nos actions quotidiennes, dans la vie de tous les jours, ça paraît assez démentiel. Tous les milliards de calculs d'options possibles que nous faisons en permanence, de recréation, et qu'en même temps, à chaque fois qu'on prend une décision, ça crée un monde parallèle qui recrée les mêmes éléments de son côté. Seth continue son paragraphe en disant: chaque pensée ou émotion existe spontanément en tant qu'unité électromagnétique, simple ou complexe. Et là, en relisant cette phrase, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que unité électromagnétique est au singulier. Chaque pensée ou émotion existe spontanément en tant qu'une unité électromagnétique simple ou complexe. Et ça me semble étonnant qu'une seule unité électromagnétique puisse être porteur de la complexité d'une émotion ou d'une pensée complète. Donc je ne sais pas si c'est juste... alors je ne sais pas si je vais essayer de retrouver rapidement le passage dans le livre en anglais pour voir comment c'est... c'est pas forcément évident, c'est pas du tout les mêmes pages. Bah oui, on est par là. Alors, session 500, fin. Oui, oui, c'est juste là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Each through emotion. Simple or complex automatic unit. Ah oui, tiens, c'est amusant, c'était traduit là, c'est une seule phrase en anglais qui était traduite en 2 phrases en français. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, c'est repris, alors c'est au singulier, là en anglais en tout cas, oui. Donc, chaque pensée ou émotion existe spontanément, effectivement, comme une unité, effectivement, électromagnétique, simple ou complexe, mais c'est dans la même phrase qu'il dit après qui n'est pas encore perçue de manière, oui, soit dit en passant, enfin, voilà, il est important de noter que ça n'a pas encore été perçu par nos scientifiques. Enfin, il dit vôtre, hein, parce que c'est Seth qui parle. Bon, bah donc ça répond pas à ma question, mais donc voilà, ça reste. Bah, on va rester en suspens là pour aujourd'hui, en tout cas là-dessus. J'ai pas d'explication, donc il y a ces unités électromagnétiques et une seule a priori serait suffisante. Alors une unité électromagnétique simple ou complexe pour être porteur d'une pensée ou d'une émotion particulière, propre. Et donc ces unités ne sont pas encore connues, n'ont pas été perçues par nos scientifiques. C'était en 1970, donc est-ce que éventuellement maintenant, avec notamment la physique quantique, ou est-ce qu'avec le fait d'aller chercher toujours plus profond au sein de la matière, est-ce que on aurait trouvé, alors sans peut-être encore le savoir exactement, mais est-ce qu'on aurait trouvé
des, ces particules, ces unités particulières, ou est-ce qu'on est en train de s'en rapprocher? Là, voilà, je ne peux pas savoir. Donc, bah, à la fin de ce paragraphe, voilà, on va rester un peu sur une, j'ai noté un petit point d'interrogation. Là, voilà, c'est un peu, on va rester en suspens là-dessus pour aujourd'hui. J'ai pas tellement plus à en dire, en tout cas. 21h27, donc en 4 minutes, oui, effectivement, elle a dicté à peu près, ouais, une demi-page en 4 minutes. Ça te reprend ensuite un paragraphe suivant en disant l'intensité d'une pensée ou d'une émotion. Hein, et vous voyez encore, c'est toujours depuis le début, hein, depuis plusieurs paragraphes, la pensée ou émotion à chaque fois. Il met les deux ensemble. Donc l'intensité détermine la force et la permanence de l'image physique dans laquelle elle se matérialise. L'intensité d'une pensée ou d'une émotion détermine la force. Hein, donc on bascule de intensité dans quelque chose qui est impalpable à force quand on rentre dans le monde physique. Et également permanence. L'image est plus permanente dans le monde physique quand il y a une forte intensité au début. Et j'ai l'impression que c'est pour cette raison-là que notre corps paraît relativement stable, que les changements en tout cas sont plutôt minimes à l'intérieur. Hein. Je crois que Seth parlait de changements au niveau du sang, de la pression, de l'acidité, des équilibres chimiques et électriques à l'intérieur de notre corps, mais ça reste des petites modifications. C'est pas tout d'un coup, on va changer de couleur de peau, on va quoique il y a des gens qui, sous le coup d'une émotion forte, au niveau du visage par exemple, peuvent changer très rapidement de couleur de peau. Mais en tout cas, voilà, il y a une certaine permanence parce que je pense que on met une grande intensité sur notre corps. Étant notre environnement le plus proche, c'est quand même notre point de focalisation principal. Et surtout dans une société comme en ce moment où il y a vraiment une forte importance de l'image, je pense que c'est ça quand on parle d'intensité. Quelle image j'ai de mon corps et comment je m'en soucie. Et donc ça, c'est cette recréation permanente de mon corps qui retraduit l'intensité que j'y mets. Et cette double notion de force et de permanence, je pense, oui, se retrouve finalement dans chaque événement autour de nous, de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. Les objets, tout. Donc on voit l'importance de savoir gérer quelque part l'intensité qu'on a dans nos émotions et dans nos pensées. Car avec une forte intensité, eh bien ça va avoir une action, créer en tout cas quelque chose de physique très fort et durable, permanent. Alors que de vivre avec un peu moins d'émotion, le changement est plus facile. Les éléments créés, bons ou mauvais, sont moins immobiles, sont moins stabilisés. Et on a donc plus de prise en main pour modifier sa vie. Voilà, parce que, encore une fois, voilà, on crée des éléments moins permanents. Il continue en disant, je l'explique en détail dans ce matériau. Je veux simplement que vous compreniez ici que le monde que vous connaissez est le reflet d'une réalité interne. Hein, donc il a essayé de mettre des mots plus subtils, hein, la réalité électromagnétique, des unités électromagnétiques très sophistiquées, qu'il y a des unités simples ou complexes qui sont à la base de chaque pensée ou émotion, et à partir de ces unités, nous sommes un transformateur pour les matérialiser, les transformer en réalité physique. Donc il vient de prendre voilà, deux pages là,
le début de leur session, en tout cas pour bien expliquer en détail ce phénomène de création de réalité physique, puisque de toute façon ça nous accompagne au quotidien. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est quelque chose qui nous impacte tous les jours. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment ce qui fait notre quotidien. À partir de notre corps et tout ce qui nous entoure, de toute notre expérience quotidienne, imaginez, ça part de nos émotions et de chaque pensée qu'on a. La pensée qui est portée par des unités électromagnétiques qui, quand elles sont suffisamment intenses, deviennent quelque chose de concret dans la réalité physique. Donc là, il est en train de parler vraiment du fonctionnement général, tous les jours, tout ce que vous faites tout le temps. Vous levez, toutes les activités que vous faites dans la journée, le fait de manger, de rencontrer des gens, tout ce que vous faites quand vous voyagez, vous avez l'impression de bouger. En fait, non, vous changez juste ce qui est autour de vous. Vous changez juste l'image, vous changez votre paysage, vous changez votre fond d'écran d'ordinateur. Hein, ça revient à ça, finalement. Bon, écoutez, voilà, je vais peut-être faire une pause, en tout cas, enfin arrêter la séance pour là aujourd'hui. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de matériaux. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Hein, voilà, Seth parlait au début d'une connaissance intuitive que nous formions de notre image. Je vous laisse peut-être donc avec ces différents mots et phrases de Seth, les laisser résonner un petit peu, de voir ce que vous en pensez, et puis d'essayer d'y réfléchir dans votre vie quotidienne, par les interactions que vous avez avec d'autres personnes, avec d'autres objets, voilà, d'essayer de voir un petit peu différemment, en tout cas, ce monde. Voilà, puis j'espère que ça va vous apporter, en tout cas, voilà, des éléments sur votre propre chemin, dans votre propre réflexion. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à